tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vous d'abord, un podcast santé créé par les pharmaciens Aprium dans le but de vous informer, vous donner les clés pour prendre soin de votre santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui malheureusement concerne beaucoup de femmes, celui du cancer du sein. Et oui, rendez-vous compte, un cancer sur 3 chez la femme est un cancer du sein, ce qui correspond à environ 61 000 nouveaux cas chaque année dans notre pays. Et ce nombre a quasiment doublé en 30 ans. Alors pourquoi cette multiplication des cas de cancer du sein? Est-ce que c'est parce qu'on les détecte mieux ou parce que notre mode de vie actuel favorise l'apparition des cancers? Mais quand on dit ça, est-ce que ça veut dire qu'avec une bonne hygiène de vie, on peut limiter, voire se protéger du cancer? Est-ce vrai pour tous les types de cancers? Alors, on va creuser toutes ces questions avec notre équipe de spécialistes. Ils sont 3 aujourd'hui avec nous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexia Vernet, pharmacienne Aprium à Marcillargues. J'ai essayé de mettre un petit accent. C'est dans l'Hérault, c'est ça? Oui, c'est dans l'Hérault entre Nîmes et Montpellier. Et tu es particulièrement investie localement, en fait, et tu as déjà mené des actions de santé publique. Explique-nous un peu ce que tu fais. Oui, alors en fait, on a monté une association de professionnels de santé du village pour mener à bien des actions de prévention et de dépistage, notamment sur le cancer du sein avec Octobre Rose, où on organise des demi-journées de prévention à l'autopalpation. Ah, génial. Donc, tu pourras nous expliquer un peu en quoi consiste Voilà. l'autopalpation. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Christophe Sajous, oncologue à Lyon, mais pas que, puisque tu fais aussi de la vulgarisation médicale sur TikTok. Exactement, donc j'ai créé une chaîne depuis 2 ans qui s'appelle DocOnco. Donc l'objectif est effectivement la prévention, l'information sur le dépistage du cancer du sein, mais pas que, sur les autres cancers et sur, l'information médicale en général. Mais merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et nous avons aussi la chance d'avoir Émilie Daudin. Alors, tu es connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Émilie Brunette. Et tu es fondatrice du podcast Power et du podcast Triple Négatif dédié au cancer du sein, puisque tu as été concernée, touchée par cette maladie terrible. Et donc, tu vas pouvoir nous raconter un peu ton expérience. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, j'ai eu un cancer du sein triple négatif en octobre 2020. Donc, j'en arrive à 4 ans de diagnostic. Et puis, j'ai écrit un livre aussi sur le sujet du cancer du sein triple négatif. Et j'ai fait pas mal de vulgarisation et surtout de la sensibilisation à ce type de cancer qui touche malheureusement aussi beaucoup de jeunes femmes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, Christophe. Émilie, tu viens de mentionner un type de cancer, celui dont tu as été atteinte. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul cancer du sein, il y a plusieurs types de cancer du sein et plusieurs types de patientes, de profils de patientes. Exactement. Alors déjà, il va falloir définir ce qu'est le cancer parce qu'il y a beaucoup de patients ou patientes qui ont l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que le cancer, c'est pas comme une bactérie ou un virus qui va venir infecter un organisme, c'est une cellule d'un tissu qui va accumuler des mutations pour X raisons et qui va se transformer, donner des cellules qui vont être immortelles, se multiplier de manière déraisonnable. Et donc, comme tu l'as dit, le cancer et le cancer du sein, ça veut tout et rien dire parce qu'on a autant de types de cancers que de patientes. Quand on veut un peu dissocier ces types de cancers, eh bien, il y a plusieurs informations qui sont très importantes pour nous pour classifier ces cancers. La première chose, ça va être dans le sein, vous avez 2 structures. Quand on enlève la peau et la graisse, vous avez les glandes mammaires et les canaux. 20% des cancers vont se développer aux dépens des lobules de la glande mammaire et 80% aux dépens des canaux. C'est pour ça qu'on parle de carcinome canalaire. Quand on sait ça, ensuite, on va regarder différents éléments. La première chose, c'est la taille. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est pas gros? 2 centimètres, globalement, c'est le seuil à partir duquel, pour moi, ça a un intérêt parce qu'on va proposer éventuellement de la chimiothérapie. Ensuite, on va regarder le grade. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? C'est le grade SBR. 1, 2, 3. 1 gentil, 2 intermédiaire, 3 méchant. Ensuite, vos seins, ils vivent avec vos hormones. Puberté, les hormones montent, les seins gonflent. Grossesse, pareil. Puis ménopause, ils ont tendance un petit peu à involuer et être plus graisseux. Et pour ça, il faut qu'il y ait des récepteurs hormonaux. Ça veut dire que naturellement, les cellules du sein sont sensibles aux hormones féminines. Et donc, on regarde si le cancer qui s'est développé à partir de ces cellules normales a conservé ces récepteurs hormonaux. Est-ce qu'il est toujours sensible? Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vos hormones stimulent le développement du cancer. Et ça fait le lit des traitements que sont les hormonothérapies, où on ne va pas donner des hormones, mais on va mettre des médicaments pour bloquer la production des hormones. Donc, la taille, le grade, les récepteurs hormonaux. Ensuite, on a la protéine HER2. Globalement,
ce qu'il faut retenir, c'est que ça favorise le développement du cancer et qu'avant, avant les années 2010, c'était un facteur de mauvais pronostic avant qu'on ait des thérapies ciblées, donc des anticorps qui vont cibler spécifiquement cette anomalie-là. Deux autres éléments, la prolifération, est-ce que ça prolifère vite ou pas? C'est le KI67, plus ou moins de 20%. Et ensuite, la tumeur qui est dans le sein, est-ce qu'elle a été se mettre dans les ganglions? Ça reste une extension locale, on ne parle pas de cancer métastatique quand il y a des ganglions sous le bras, mais la prise en charge va être différente et probablement un peu plus intensive, disons. Donc, en fait, quand on va être concerné par cette maladie, on va aller chercher à faire le profil de la tumeur, essayer d'identifier justement tous ces paramètres-là pour après proposer un parcours, une thérapeutique adaptée à la tumeur. Émilie, du coup, tu as eu un cancer du sein triple négatif. Forcément, du coup, ça te parle ce que dit Christophe? Oui, ça me parle, sauf que le mien, il réagit à rien. En fait, il réagit pas aux hormones. Donc, il est négatif à... Triple Ouais, négatif, faut c'est expliquer. pas de récepteurs d'oestrogène, pas de récepteurs à la progestérone, pas de protéine HER2. Ces trois éléments négatifs font le triple négatif. Et ça sous-entend qu'en général, ces cancers sont les plus agressifs parce qu'ils se développent sans avoir besoin du stimuli ni des hormones, ni de la protéine HER2. Donc, en fait, généralement, c'est souvent grade 3. Enfin, très souvent pour un triple négatif, fréquemment. voilà, plus fréquemment. Et ils ont un KI67 qui est élevé Donc, il se développe très vite. très rapidement. Ouais, moi, j'étais à 30%, mais j'ai déjà eu des copines qui étaient à 80, 90, 95. Donc, ça va très, très vite. Comment t'as su qu'il y avait quelque chose d'anormal? T'as senti quelque chose au niveau de ta poitrine? Alors, c'est très bizarre, c'est que donc moi, j'ai 2 enfants. Ma deuxième, elle est née un 30 septembre. Et 3 mois plus tard, au mois de janvier, j'ai commencé à... En fait, j'avais repris du sport parce que je faisais du sport pendant ma grossesse. J'ai repris doucement à la maison. Et un jour, je fais un exercice et j'ai eu une douleur dans le sein. Mais ma tête l'a identifiée comme une boule. J'en ai parlé tout de suite à ma coach. Et elle m'a dit, je sens rien. Je lui ai dit, tu peux sentir, voir juste si j'ai un truc, parce que voilà. Et le soir même, moi, j'étais, du coup, vu que je venais d'avoir un bébé, donc je suis allée directement chez ma sage-femme et je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, bah, en fait, c'est probablement une déchirure musculaire, mais moi, il n'y a rien. Mais de toute façon, le cancer du sein ne fait pas mal, donc pas d'inquiétude, etc. Donc moi, ça m'a rassurée déjà, entendre le mot, le cancer du sein ne fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est bénin. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, c'est pas ça. Mais j'étais contente de moi parce que je me dis, j'ai eu le bon réflexe d'aller consulter. Et puis, ça a continué. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une boule qui est apparue. Mais ma boule faisait partie de mon quotidien. Et un jour, mon fils me donne un coup de pied sans faire exprès dans le sein. La douleur, elle m'a paralysée, vraiment, plusieurs heures. Je suis retournée consulter. J'ai vu mon autre sage-femme, qui était ma sage-femme pendant toute ma grossesse, même diagnostic. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a mis du temps. Et c'est finalement le 1er octobre 2020 que j'ai fait une échographie parce que là, c'était plus possible. En fait, plus ça allait, je parlais de ma boule dans mon sein, je dis c'est un kyste probablement, mais bon, j'avais limite peur de me le faire enlever. Parce qu'en fait, on a peur de jour de découvrir quelque chose de grave. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus respirer quand la douleur arrivait. J'étais paralysée vraiment de... Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, il s'est avéré que le 1er octobre 2020, que j'avais, lors d'une échographie que j'ai faite, et après une mammo, que j'avais en fait 3 tumeurs à l'époque. Et quand j'ai fait une IRM, j'ai su en fait que j'avais 6 tumeurs dans le sein qui n'avaient pas proliféré. Mais c'est comme ça que ça s'est découvert. C'était suite à ma grossesse, suite à des petites douleurs. Oui, mais du coup, la maladie s'est développée quand Elle même s'est assez développée, rapidement. mais j'ai de la chance, pas dans les ganglions. C'est vraiment développé dans mon sein. Ça, c'était Donc, une chance, entre guillemets. un cancer qui était du coup localisé, si on reprend tes... Ouais. J'étais en stade 2, mais avec 6 tumeurs. Justement, Christophe, est-ce qu'on peut détailler un petit peu les signes, les symptômes qui doivent alerter les femmes qui nous écoutent? Et pas que. On aura un mot aussi pour les hommes, hein, déjà parce qu'ils peuvent intervenir dans le processus de détection du cancer, mais aussi parce que les hommes peuvent être touchés par le cancer du sein. Exactement, environ 1% des cancers du sein sont des cancers de l'homme. Il y a 2-3 éléments qui sont importants dans ce qu'elle a dit. Alors, c'est vrai que la douleur, c'est pas un critère majeur qui D'inquiétude. fait évoquer un cancer. C'est plus facilement un abcès, une montée de lait, un engorgement, des choses comme ça qui sont liées à la grossesse. Ça ne veut pas dire que parce que c'est douloureux, ça n'est pas un cancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un élément qui est souvent retrouvé dans l'anamnèse quand on discute avec les patientes, c'est qu'un traumatisme, et souvent un enfant qui va donner un coup sur le sein, va faire que ça va révéler la tumeur. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui déclenche, mais en fait, taper dans la tumeur va créer un hématome qui va faire qu'on va le sentir beaucoup mieux. Et donc, c'est souvent un événement qui fait révéler les choses. Ensuite, si on repart sur les signes et symptômes, en fait, c'est toute modification du sein. Toute anomalie, modification du sein par rapport à ce que vous avez habituellement doit mener à la consultation. Ça peut être une boule que vous voyez ou sentez. Ça peut être un défect, c'est-à-dire un creux. Ça peut être une rétraction du mamelon. Ça peut être un aspect inflammatoire local. Ça peut être un aspect de peau d'orange. Ça peut être un écoulement mamelonnaire. Ça peut être une boule sous le bras.
tous ces éléments doivent t'amener à consulter rapidement. Et un autre élément qui est très important à dire à tout le monde, c'est que vous avez les rendez-vous dans les services d'imagerie pour la population conventionnelle, dépistage, et il y a dans toutes les villes des urgences seins où vous pouvez appeler, vous devez avoir un rendez-vous dans la semaine. Et si vous ne l'avez pas, vous appelez dans un autre centre et vous devez avoir un rendez-vous dans la semaine pour avoir cette imagerie. Le parcours classique, c'est un symptôme, on consulte le médecin traitant. Là, pour toi, Émilie, c'était donc la sage-femme. À la pharmacie, il doit y avoir aussi pas mal de personnes qui se présentent avec des symptômes. Comment vous réagissez? Alors, surtout, en fait, à la pharmacie, on se rend compte en discutant avec des jeunes filles qu'elles ne s'autopalpent pas. Elles ne font pas spécialement attention, notamment parce qu'elles ne se sentent pas concernées, parce que souvent, elles se pensent trop jeunes. Alors qu'en réalité, à partir de 25 ans, on serait censé faire une palpation par une sage-femme, un gynéco, un médecin généraliste. Et en fait, on se retrouve plutôt souvent dans le cas où on est obligé de leur expliquer ce que c'est que l'autopalpation et de leur montrer. Donc, à la pharmacie, quand on réalise des journées de dépistage, on a la chance d'avoir un buste d'autopalpation. Et en fait, ce buste reproduit un sein avec une boule à l'intérieur qui est assez facile à détecter. Mais du coup, en fait, je me rends compte beaucoup mieux de leur parler, de les prendre à part dans une petite pièce et de leur montrer visuellement ce qu'elles doivent faire pour pouvoir essayer de se suivre un minimum. À savoir se mettre devant un miroir, regarder effectivement l'aspect, est-ce qu'il y a des croûtes, est-ce qu'il y a des écoulements, est-ce qu'il y a une rougeur, est-ce qu'il y a une douleur toutefois. Et ensuite leur dire en fait de lever le bras, de prendre la main opposée et de réaliser des cercles en appuyant de plus en plus fort, en revenant vers l'intérieur et en finissant surtout par justement presser le mamelon, voir s'il y a un écoulement ou pas, et de surtout pas oublier les selles. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du dépistage par la mammographie, mais la vigilance commence pour toutes les femmes, tu l'as dit, à l'âge adulte, par l'autopalpation et par la surveillance externe du sein. N'hésitez pas à aller voir, aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a plein de choses, si vraiment, là, ce qu'on vous a décrit comme geste vous paraît un peu flou, et à poser la question aussi à votre professionnel de santé pour vous montrer comment le réaliser. Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que c'est pas assez largement répandu l'autopalpation parce que ce que je dis souvent c'est que personne ne connaît mieux votre poitrine que vous-même. Et il y a deux éléments. Le premier élément c'est effectivement il y a la technique de la coquille d'escargot où on va faire en cercle jusqu'à arriver au niveau du téton et il y a la technique par cadran. Et le principe de la palpation, c'est palper entre deux plans durs parce que pour une dame qui va avoir une poitrine très généreuse, palper comme ça va être compliqué. Faut quand même Donc, appuyer, quoi. exactement. Il faut appuyer pour comprimer à la fois la glande mammaire et puis les tissus graisseux. Et puis surtout, si elle est vraiment volumineuse, il va falloir palper entre deux plans durs, les deux mains. Ah oui. Et en plus de ça, essayez de ne pas le faire pendant les menstruations. J'allais vous poser la question, C'est à quand quel même moment le hyper faire? important de ne pas le faire à ce moment-là. Alors, et à quelle fréquence? Beaucoup de femmes aujourd'hui ont entendu parler quand même de l'autopalpation, mais ne savent pas, voilà, quand le faire au bon moment dans le cycle et combien de fois. Est-ce que ça vaut le coup de le faire tous les mois ou est-ce qu'il faut le faire 2 fois par an? Il n'y a pas de Non. recommandation. Après, Moi, en c'est général, au- je conseille tous les 3-4 mois. Au moins 3 mois, ça fait à peu près un cycle, surtout si elles sont sous contraceptif ou quand elles en débutent un. Ça permet aussi de voir ce qui se passe au niveau de leur poitrine. En gros, il faut mettre en place une routine qui Voilà. va s'adapter en fonction des gens, en fonction de leur disponibilité, de leur envie. Mais voilà, c'est un élément qui est vraiment très important. Et s'il y a un message probablement à retenir de notre vidéo, ça va être un de ceux-là. Intégrer l'autopalpation et la surveillance visuelle du sein dans sa routine du quotidien. Moi, on m'a toujours dit de le faire en fait juste après les règles, parce que c'est là que le sein est le plus reposé. Et pourquoi pas en fait, dans ces cas-là, le mettre un rappel sur notre téléphone. Je dirais même le faire tous les mois. Ça peut aussi, enfin, c'est pas créer quelque chose de panique, mais en fait la routine, on sait comment ça fonctionne et en fait c'est en le faisant régulièrement que ça rentre dans une routine. Et si on se le rentre dans un agenda, enfin même moi aujourd'hui ça m'arrive d'avoir mal au sein et de me dire attends, mais en fait, c'est juste parce que je vais avoir mes règles. En fait, en fait, du coup, ça me fait penser qu'effectivement, j'ai mes règles qui arrivent et après, je peux regarder si mon sein va bien, etc. Je pense que c'est un réflexe à avoir assez simple et même, je dirais qu'on pourrait peut-être l'expliquer aux lycéennes que ça peut aussi les toucher, que c'est une routine qu'elles peuvent démarrer dès qu'elles ont une poitrine, en fait. Et comme ça, dès qu'elles auront effectivement fini d'être formées, etc., dans la vingtaine, début de vingtaine, elles peuvent commencer à le pratiquer et voir assez rapidement s'il y a une anomalie au niveau du sein. Oui, parce que les statistiques le montrent, le cancer du sein touche les femmes quand même plus âgées, enfin la moyenne c'est autour de 60 ans, mais peut concerner des femmes jeunes. Comment on explique cela? L'âge médian, c'est-à-dire l'âge moyen auquel le cancer va être découvert, c'est 64-65 ans. Mais on a de plus en plus de cas. Alors, on n'a pas vraiment de données encore en France, mais en tout cas en Amérique du Nord, États-Unis, Canada,
on a une augmentation importante du cas, du nombre d'incidences. Dans la population en vingtaine, on est à peu près à plus 45%, dans la trentaine, plus 20%, et on est à plus 9% jusqu'à 40 ans. Ces éléments-là, ça reste quand même quelque chose qui est rare. Vous voyez, par exemple, en France, on a 61 000 nouveaux cas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est 3 000 cas avant 40 ans. Donc, ça représente pas beaucoup de patientes. Mais l'élément qui est important, c'est que ça existe. Et que donc, une patiente qui a une anomalie mammaire, qu'elle sent, et si elle se présente, on ne peut pas la négliger, et il faut faire le bilan minimum nécessaire, et notamment une échographie, parce que les patientes jeunes ont des seins denses, et donc il faut aller là-dedans. Et ces cancers-là ne sont pas forcément des cancers génétiques. Non. Alors, il y a deux idées à débulker là-dedans. C'est la première, les cancers de la personne âgée sont les cancers gentils. C'est faux. Simplement, avec le vieillissement, l'augmentation du nombre de cas est important, mais on va avoir des cancers de profil plutôt gentils, mais on en a d'authentiques méchants. Et la prise en charge est d'autant plus difficile parce qu'ils ont toutes leurs autres pathologies et leurs autres médications qui rendent le traitement plus compliqué. Et chez les patients jeunes, il y a une composante génétique qui est plus importante, mais qui globalement va rester entre 10 et 15% des patientes. De ce que tu m'as dit tout à l'heure, il n'y avait pas de mutation qui a été retrouvée pour l'instant. Pas de celle connue en tout cas. Sur les Exactement. 25 qu'on teste, Exactement. moi j'ai pas, je suis la première de ma famille à avoir un cancer du sein. Et j'ai une vingtaine de cousines. Donc ouais, c'est. Donc, qu'on ait des antécédents ou pas, il faut s'autopalper, il faut dépister et il faut prendre en charge s'il y a besoin. S'il y a une mutation génétique, ça ne veut pas dire qu'on va développer le cancer. Ce n'est pas 100% des patients. Par contre, les deux plus fréquentes sont BRCA1, BRCA2, c'est ce qu'a Angelina Jolie. C'est pour ça qu'elle a eu une mastectomie bilatérale. BRCA1, c'est entre 40 et 80% de risque de cancer cumulé jusqu'à 70 ans, et entre 10 et 60 pour l'ovaire. BRCA2, c'est un peu moins. Mais du coup, ça nécessite, quand on l'a dépisté, une surveillance particulière, et on propose des chirurgies prophylactiques, c'est-à-dire des chirurgies avant que le cancer n'arrive. Si la patiente refuse, c'est pas grave, on va faire une surveillance qui va être adaptée. Ok, donc on a parlé des cas de cancer génétique. Quels sont les autres facteurs de risque de cette maladie? Alors, il y a les facteurs de risque qui vont être liés aux habitudes toxiques, donc tabac, alcool. Il y a l'âge. Plus on vieillit, plus on a de risques. Et donc, ça explique en partie l'augmentation du nombre de cas de cancer. C'est l'augmentation de la population. On est passé de 58 à 68 millions en France en 30 ans. Donc, ça explique en partie l'augmentation du nombre de cas. Autre élément, ça va être l'environnement, c'est-à-dire faire peu d'activité physique, tous les perturbateurs endocriniens. Alors, c'est compliqué de faire la part des choses. Et ensuite, l'autre élément majeur dans les cancers du sein, notamment hormonodépendants, c'est ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire 70% des cancers vont être hormonodépendants. Donc, le fait d'avoir un taux d'hormones élevé qui perdure longtemps dans le temps augmente le risque de cancer. Et ça, c'est une puberté précoce qui est de plus en plus fréquente dans notre population, une ménopause tardive, pas avoir de grossesse ou des grossesses tardives, ne pas allaiter, la pilule œstroprogestative au long cours, c'est-à-dire à plus de 5 ans. On a une petite augmentation du risque de cancer du sein, pas que du sein d'ailleurs, du cancer du col de l'utérus et du foie. Une diminution par contre des cancers de l'endomètre et de l'ovaire. Donc, il y a du pour, il y a du contre, mais en tout cas, pour le Oui, parce cancer que du je sein ne en veux pas qu'on lui-même, fasse peur à toutes nos pour le auditrices cancer du qui vont sein, arrêter leur contraception du jour il y au a d'autres lendemain. modes de contraception. Ah bah tout à fait, mais c'est vrai que la pilule reste encore une contraception très utilisée en France majoritairement. La pilosité est un facteur de risque, et tous ces éléments-là, avec le surpoids et l'obésité, pourquoi? Parce que au niveau de la graisse, vous allez fabriquer des œstrogènes par la transformation d'hormones qui sont produites par les surrénales. Donc, plus il y a de graisse, plus il y a d'œstrogènes, plus il y a de risque de cancer du sein, de rechute. Est-ce que ça veut dire qu'avec une bonne hygiène de vie, si on est active, sportive, qu'on mange, donc qu'on a une alimentation équilibrée, qu'on fume pas, qu'on boit pas, est-ce qu'on limite quasiment à zéro notre risque d'avoir un cancer du sein? Alors ça, ce serait ce que tout le monde aimerait. Comme pour les patients qui vont avoir des traitements dans le cancer, ils aimeraient avoir 100% d'efficacité, zéro toxicité. Malheureusement, ça n'existe pas. En fait, il y a des éléments sur lesquels on peut jouer. C'est ces éléments-là, ces éléments d'activité physique, ces éléments d'habitude toxique, la réduction du poids. Tout ça, c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer qui vont permettre à la fois de réduire le risque de cancer, mais aussi, et je pense que c'est le plus important, c'est de bien vieillir et de pouvoir profiter de la vie le plus longtemps possible. Voilà. Mais malgré tout, ça n'empêche pas de faire les dépistages et de se faire prendre en charge le cas échéant. Et ce dépistage organisé, on a de la chance en France parce qu'il est plutôt bien fait, puisque les patientes reçoivent un courrier de l'assurance maladie les invitant à aller faire une mammographie. Oui, c'est ça. En fait, de 50 à 74 ans, elles reçoivent un courrier par la poste de l'assurance maladie pour les inviter au dépistage. Et ensuite, sur leur compte numérique,
en fait, Amélie, elles reçoivent un premier appel au bout de 6 mois, si elles n'ont pas effectué la mammographie, et encore un autre 6 mois après pour les réinviter de nouveau à réaliser ce dépistage. Et pourtant, une étude récente a montré que seulement une femme sur deux concernée par ce dépistage organisé, donc à partir de 50 ans, ne fait pas la mammographie. Pourquoi? Moi, de mon retour d'expérience, souvent, elles ont peur que ça fasse mal. Oui, c'est pas un examen très agréable, mais c'est vraiment quelque chose qui leur fait très peur. Et elles appliquent aussi beaucoup la politique de l'autruche. En fait, elles ont très peur de ce qui pourrait être découvert. Souvent parce qu'elles ont entendu une amie à qui c'est arrivé au détour d'un dépistage organisé. Elles ont beaucoup de mal à passer le cap. Surtout que nous, dans l'Hérault, on a la chance d'avoir la Mammobile. Donc, en fait, du coup, c'est un bus qui s'arrête dans tous nos villages et qui passe assez régulièrement. Où en fait, c'est sans rendez-vous, elles viennent avec leur carte vitale et elles font leur mammographie immédiatement. C'est génial, ça, il faudrait ça dans tous les départements. De mémoire, il n'y en a que 3 où ça existe pour le moment. Dans l'Hérault, c'est depuis 1990. C'est un super outil qu'on a à disposition dans le département. Et paradoxalement, elles ont quand même très peur parce qu'elles le voient passer. Elles me disent: «Oui, oui, je l'ai vu sur le boulevard, mais là, non». Ouais, après, concernant ce que tu dis, la politique de l'autruche, qu'il faut bien que les femmes comprennent et qu'elles arrivent à conscientiser, c'est que on a toute peur, effectivement, de l'annonce d'une maladie, mais dans le cancer du sein, plus la maladie est dépistée précocement, meilleures sont les chances de survie. Tu confirmes, Christophe? Exactement, plus on va le découvrir tôt, moins on aura besoin de faire de traitements lourds et plus le pronostic est bon. Et en termes de pronostic, la survie à 5 ans, elle s'améliore puisque dans les années 90, on était à 80% de survie à 5 ans dans le cancer du sein, tout cancer confondu, et on est à plus de 87% maintenant. Donc ça s'améliore. Le dépistage participe à ça parce qu'on prend en charge des cancers qui sont localisés. Et donc, on ne peut que valider la participation au dépistage, que ce soit pour le cancer du sein, mais aussi le cancer du col, le cancer du côlon. Ouais, donc c'est notre rôle à tous, hein, en tant que professionnels de santé, d'essayer de les rassurer et de les inviter à participer à ce dépistage. Justement, la mammographie, c'est vrai, moi, j'en ai pas encore fait personnellement. Je sais que ma maman aime pas forcément ce moment. Est-ce que vraiment ça fait mal ou voilà, ça peut bien se passer? Bah, en fait, c'est ça enfin, moi, la première fois qu'on me l'a fait, j'étais complètement sonnée, donc je m'en suis même pas rendu compte, mais j'ai pas eu mal. C'est désagréable, mais ça fait pas mal. Après, on a tout un degré de sensibilité différente, mais ce que je dis toujours aux femmes, c'est que la peur n'évite pas le danger. C'est pas contagieux de faire une mammo ne va pas dire qu'on va trouver un cancer et que, ça va permettre surtout en fait, ça on s'enlève une épée de Damoclès quand on le fait et que tout va bien. C'est une super bonne nouvelle. Mais c'est aussi un moment Mais oui, libératoire, en quoi. fait, mais c'est vrai que c'est une légende urbaine, hein. Enfin, moi, j'entends ça tout le temps. On me le dit. Et quand je dis que moi, j'ai pas mal et que c'est voilà, c'est désagréable, il y en a qui vont me dire oui, mais moi, ça fait mal. Ou ma mère m'a dit que. Non, mais en fait, on a tout un vécu différent. Donc, il faut juste dire, c'est un outil qui nous permet de savoir s'il y a un problème. Justement, on entend de plus en plus de femmes, et c'est normal, hein, elles s'inquiètent autour de ce sujet du cancer du sein. De plus en plus de cas quand même chez les femmes jeunes, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on répond à toutes ces femmes qui voudraient faire un dépistage précoce, qui voudraient faire des mammographies à 30 ans, à 40 ans? Pour les jeunes, en fait, il n'y a pas de recommandation parce que c'est du dépistage personnalisé. Et donc, ça va être au gynécologue, au médecin traitant d'arbitrer s'il y a une indication ou pas en fonction des autres facteurs de risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des antécédents familiaux? Et en général, on va commencer 5 ans avant le cas. Est-ce qu'il y a un surpoids? Est-ce qu'il y a une consommation de tabac, d'alcool qui font que son risque à elle va être un peu augmenté et que ça peut justifier? Mais pas d'indication à faire de mammographie systématique chez toutes les dames à partir de 30 ans parce qu'on sait que plus on va irradier le sein, même si le surrisque est minime, plus on a de risque d'augmenter le développement d'un cancer lié à ça. C'est toujours une balance bénéfice-risque en médecine. Et en l'occurrence, la balance a été fixée entre 50 et 74. L'image que je donne souvent aux patientes, c'est que quand on va mettre en branle la machinerie médicale, il y a un train à prendre, le train médical, qui sera, et on en parlera tout à l'heure, parallèle à celui de l'acceptation, parce que sur le plan psychologique, ça peut être très compliqué. Et donc la phase initiale, c'est un cheminement qui est compliqué dans le sens où on va enchaîner beaucoup de choses pour avoir l'image claire de ce qui se passe. Et c'est ça qui est intrinsèquement nécessaire pour qu'on puisse décider de la bonne prise en charge. Donc effectivement, il y a une anomalie où on fait une mammographie de dépistage. Étape suivante, voire dans le même temps, ils vont faire la biopsie. La patiente va rentrer chez elle. Au bout d'une semaine à peu près, il va y avoir le résultat. Le résultat va lui être rendu. En général, les radiologues ont leur contact de gynécologue et il y a un rendez-vous rapide auprès d'un gynécologue, probablement dans la semaine, où le gynécologue va lui expliquer, il va regarder les images et en fonction de l'histologie, soit
il va définir la prise en charge chirurgicale. Et de toute façon, en médecine, depuis 2005, on discute des dossiers en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, où on va valider. C'est jamais un médecin tout seul dans sa tour d'ivoire qui décide de la prise en charge. C'est toujours une réunion pluridisciplinaire où il y a au moins 3 spécialités différentes, où on discute des dossiers des patientes et on valide la prise en charge. Et donc, dans les cancers du sein hormonodépendants, la plupart du temps, ça va commencer par la chirurgie. Puis après, en fonction des caractéristiques, soit je la vois, soit c'est mon collègue radiothérapeute. Et puis pour les autres types de cancers, HER2 ou triple négatif, maintenant, de manière quasi systématique, on commence par la chimiothérapie parce que ça nous permet d'avoir la réponse au traitement. Parce que si on opère, il n'y a plus rien à surveiller. La tumeur n'est plus là, la patiente est en rémission complète. On va vous dire c'est bien. Mais en fait, on a démontré que commencer par la chimio pour évaluer la réponse au traitement, ça nous permet ensuite d'adapter le traitement, notamment ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, tu as eu une chimiothérapie première. Il n'y avait pas de réponse histologique complète et ça lui a permis de bénéficier d'un traitement par comprimé, le Xeloda, c'était une chimiothérapie orale, qui a permis, dont on a démontré dans des études coréennes qui sont après internationales, la réduction du risque de rechute. Alors maintenant, la prise en charge du cancer triple négatif a changé. On commence par la chimio avec de l'immunothérapie. Mais effectivement, c'est un cheminement avec initialement le diagnostic, le bilan d'extension local et à distance, parce que l'élément principal et clé dans la prise en charge des cancers, c'est est-ce qu'il est localisé ou est-ce qu'il est métastatique. Localisé, l'objectif, c'est la guérison. Métastatique, c'est le contrôle de la maladie. On va rentrer maintenant dans la phase de la maladie. Quand on a eu des signes, des symptômes ou alors un dépistage positif par l'imagerie, qu'est-ce qui se passe là? Tout est bien organisé en France, dans le sens où nos collègues radiologues vont faire la mammographie, vont dépister une anomalie, ils vont organiser la biopsie dans le même temps ou dans un second temps. Donc un prélèvement de la zone, de d'un la petit tumeur. morceau de l'anomalie pour regarder le type de cellule et confirmer est-ce que c'est du cancer ou pas. Si le cancer est validé, le résultat va être rendu à la patiente et un rendez-vous va être pris rapidement auprès d'un des gynécologues avec qui travaille l'équipe de radiologie. Et celui-ci va valider la prise en charge en fonction de la taille de la maladie, de ses caractéristiques, soit une chirurgie d'emblée et après on adapte le traitement en fonction des caractéristiques, soit chimiothérapie. Dans ce cas-là, il m'adresse la patiente pour m'en occuper. Et ça arrive parfois qu'on fasse cette biopsie et qu'on se rende compte que c'est pas un cancer? Exactement. Moi, j'en entends peu parler parce que, du coup, ils ne me sont pas adressés, mais effectivement, régulièrement, c'est pas parce qu'il y a une anomalie que c'est du cancer, hein. Quand on fait une mammographie, ça va être gradé avec la classification ACR qui prédit le risque que ce soit du cancer. Et en tout cas, l'indication à aller faire une biopsie. Et parfois même, il y a une anomalie, on va vous dire, on va vous recontrôler dans 6 mois pour voir est-ce que ça a évolué ou pas, soit rassurer, soit faire la biopsie à ce moment-là. En fait, si on détecte que c'est bien donc une tumeur cancéreuse, le patient doit un peu monter dans le train du traitement médical. Là, tout s'enchaîne assez vite, non? Le but, c'est de gagner du temps et d'être efficace. Exactement, c'est une très bonne image. C'est une image que j'utilise régulièrement pour mes patientes, de dire qu'il y a le train médical et puis il y a, qui n'est pas la SNCF, qui a un train qui doit filer droit et qui nécessite... Il ne doit pas être en retard, c'est ça. Exactement, qui ne doit pas être en retard, avec certains arrêts qui vont être les imageries, qui vont être la pose du boîtier, qui vont être l'échographie du cœur, qui vont être le traitement qu'on va faire. Et puis, il y a le train à côté qu'il faut accepter, qui va cheminer à une vitesse différente, mais dans laquelle on va l'aider à cheminer psychologiquement pour accepter la maladie. Et globalement, on a un peu 2 profils de patientes, des patientes qui vont avoir le choc initial et qui vont rester un peu sidérées, où ça va être compliqué de les faire adhérer. Et puis les patientes qui vont entrer en résistance d'emblée, en tension, qui vont être en tension tout le temps du traitement, et à la fin, elles relâchent tout. Et c'est là où ça devient compliqué sur le plan psychologique. Et je trouve qu'on a quand même régulièrement ces 2 profils de patientes. Comment tu l'as vécu, toi, Émilie? Moi, c'était le choc au début, parce que entre le moment où j'ai eu mon écho-mammo-biopsie, il s'est passé une semaine où je suis quand même allée faire une IRM à l'hôpital. Et là, on m'a dit qu'il n'y avait pas 3 tumeurs, mais 6 tumeurs. On m'a refait une deuxième biopsie parce qu'il fallait vérifier, du coup, ce qui se passait. Et je me suis dit, mais en fait, là, il y a un an, j'étais en train d'accoucher, donc très bizarre. Le lendemain, j'ai su que c'était un cancer. Là, j'ai fait que pleurer, on devient sourd. Là, c'est vraiment le monde s'écroule. Là, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on se dit, en fait, là, ma vie telle que je l'ai connue, elle est terminée. Heureusement que j'avais lu entre-temps des choses. Donc, je savais de quoi il me parlait, de la chimio, je comprenais. C'est ma chirurgienne. Je savais de quoi elle me parlait. Donc, je savais à quoi m'accrocher. Mais en fait, après, j'étais en pilote automatique. Pendant le week-end, c'était un vendredi que j'ai appris ça. Je pleurais, puis après, tout allait bien. Puis après, je pleurais, tout allait bien. Après, j'avais d'autres examens à passer. Donc, j'avais le TEP scan, donc le bilan d'extension pour vérifier que c'était pas ailleurs. Mais je ne me suis pas rendu compte de l'importance de ce traitement, enfin de cet examen, pardon. Donc, j'y suis allée, j'étais complètement à jeun depuis plus de 15 heures ou 16 heures et j'étais
à l'ouest. Enfin, j'étais là, c'est trop bien, c'est très bien passé. Enfin, j'étais complètement ailleurs et en fait, j'ai su que c'était pas étendu ailleurs, donc c'était une très bonne nouvelle. Mais après, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai eu le rendez-vous avec l'oncologue, la pose de la chambre implantable et c'est surtout là que j'ai commencé à réaliser ce qui m'arrivait. Je me suis dit, attends, il y a un truc là. En fait, on est pas endormi. Enfin, c'était une opération locale, même si c'est très bien passé, ils étaient adorables, etc. C'est le boîtier pour la Ouais, chimiothérapie qu'on exactement. implante sous la peau. Et voilà. Et puis, en fait, c'est là que j'étais avec d'autres patients qui étaient chauves. Et là, je me suis permis de poser des questions. Je me suis dit, en fait, est-ce que je peux poser des questions? Parce qu'en fait, voilà, se poser des questions sur ce qui allait m'attendre. Et j'étais complètement perdue. Puis après, moi, j'étais hyper contente, en fait, de démarrer le traitement. Enfin, je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, en fait. J'étais dans une naïveté. Est-ce que tu as réussi à poser des questions aux professionnels de santé? Est-ce que tu as réussi à avoir une écoute? Vers qui tu t'es tournée? Alors, en fait, donc, j'avais un super oncologue, mais le rendez-vous a duré 2 heures. C'était en période de Covid aussi, donc c'était un peu particulier. Et après, je suis allée à ma pharmacie parce que j'avais une liste de médicaments à prendre. Et là, j'ai eu un pharmacien qui était incroyable. En plus, je venais déménager dans ce quartier, donc j'avais ce pharmacien de quartier et qui est devenu quelqu'un voilà, que j'aime beaucoup. Et quand je vais à la pharmacie, voilà, il me connaît. J'ai plus besoin de dire. Voilà, il a tout mon historique. Et c'est vrai que les pharmaciens, je trouve qu'ils jouent un rôle hyper important dans le suivi, dans tout, en fait, dans le traitement, etc. Oui, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que nous, en fait, on n'a pas l'effet blouse blanche qu'il y a avec le médecin. Donc, ils savent qu'on est un professionnel de santé, mais généralement, on les connaît, on connaît la famille, les enfants, l'historique. Et donc, du coup, ils se sentent beaucoup plus libres, les patients en général, de dire on vient de me dire ça, mais je sais pas. Ça veut dire quoi? Ouais. Souvent, ils n'ont pas vraiment écouté ce qu'a dit le médecin. Donc, en réalité, les traitements, ils savent pas quoi, pourquoi, comment. Et en fait, des fois, on est un peu obligé de reprendre avec eux en sachant que c'est quand même pas notre métier. Et ça, nous, on est là vraiment pour les accompagner. Donc, en tout cas, la vision qu'on adopte à la pharmacie, c'est de prendre le temps, de leur dire que s'il faut, on peut aller s'isoler un petit peu à côté pour discuter de tout ça. Parce qu'en plus, pour une femme, ça vient vraiment toucher à sa féminité. Donc, ce que tu as dit, la perte des cheveux, c'est quelque chose c'est une des premières questions en général ou des premières remarques qui sont faites à la pharmacie. Ça vient aussi avec j'ai les ongles qui vont me casser, les brûlures de la radiothérapie, les nausées, les vomissements. Et elles en arrivent des fois à dire mais s'il y a une reconstruction, et comment ça va se passer et la lingerie, c'est quand même assez compliqué. Et en fait, ça, c'est tous les sujets, quoi. Tous les sujets autour du traitement pendant, des effets indésirables. C'est ça. Et souvent, en fait, c'est juste qu'elles se sentent tellement en confiance que toutes les questions en fait, qu'elles n'ont pas pu poser ou elles se sont pas senties peut-être libres de les poser ou justement parce qu'elles ont eu l'annonce et que du coup, il fallait déjà intégrer ce que le médecin venait de dire, comme elles les ont pas posées, elles se retournent vite vers nous. Nous, notre rôle, c'est d'avoir le maximum de réponses à ces questions. Et quand on n'en a pas, on n'hésite pas à leur dire il n'y a pas de souci, il faut rappeler le médecin, il faut retourner le voir, il faut lui demander plus d'explications. Ils sont là pour ça aussi. Mais nous, on intervient vraiment beaucoup en soutien psychologique et pour essayer d'apaiser les effets indésirables. Parce que notamment en hormonothérapie, il y en a quand même pas mal. Donc, pour les patients de ces pratiques, c'est 1 comprimé par jour, ça facilite l'observance, mais ça n'empêche des bouffées de chaleur, des sécheresses cutanées et vaginales, des pertes de densité osseuse, des douleurs articulaires. Et en fait, ça, c'est leur quotidien. Et ces effets-là, elles viennent le dire à la pharmacie et chercher une solution auprès de nous. On n'en a pas pour tout. Des fois, on est bien obligé de leur dire qu'il faut quand même se rapprocher de leur oncologue parce qu'on ne connaît pas tout l'historique. En pharmacie, maintenant, on a vraiment de la chance d'avoir une bonne prise en charge. Il y a des laboratoires cosmétiques, notamment le laboratoire MEM, je ne sais pas si tu l'as utilisé, qui quand même a développé des vernis au silicium, toute une gamme de soins cosmétiques pour qu'elles puissent continuer de se sentir féminines. Et je pense que c'est hyper important puisque même si on a compris que ce n'était pas encore la majeure partie de femmes jeunes, mais il y en a quand même de plus en plus. Et en plus de ça, ce sont des femmes qui gardent en fait la charge mentale du foyer. Donc, elles doivent à la fois gérer le foyer, gérer leur pathologie et essayer de rester femmes. Dans tout ça, je pense que nous, en tant que pharmaciens, on a un rôle à jouer pour les écouter, qu'elles puissent se décharger, les conseiller au mieux, pour apaiser la charge mentale aussi. Au sein du réseau Aprium, on a un outil qui permet en fait aux patientes, on leur envoie un rappel pour leur dire attention, il faut venir récupérer votre traitement. Et donc, je pense que sur une hormonothérapie orale, ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'elle reçoit un texto et elle pense à elle. Ça semble évident, hein, je pense, quand on le dit comme ça, qu'une patiente qui a un cancer du sein va penser à prendre son traitement, mais en fait... dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, pas vraiment. Parce qu'elles s'oublient, parce que des fois, c'est un peu plus dur à gérer, qu'elles n'ont pas trouvé l'écoute qu'elles voulaient. Je pense que le rôle du pharmacien, il est vraiment là-dedans. Le cancer du sein, c'est à la fois la prévention et les aider à gérer au mieux à la fois le pendant et l'après.
Et surtout, en fait, il y a aussi des médicaments qui sont pas compatibles avec, par exemple, les bouffées de chaleur. Moi, j'en ai eu pendant 1 an. Il fallait bien vérifier que c'était pas de problème avec les hormones qu'on peut avoir dedans, et cetera. C'est une controverse, mais tout ce qui est en tout cas à base de phytoestrogènes, et notamment on peut parler du soja. Alors je sais qu'il y a une récente étude qui dit qu'on ne sait pas trop si finalement c'est vraiment si mauvais que ça, mais il y a quand même un principe de précaution qui fait qu'on n'en prend pas. Et hélas, dans beaucoup de traitements pour lutter contre les bouffées de chaleur, il y en a. Tu touches à un point très, très, très important, c'est celui aussi de l'automédication et des interactions entre les traitements qu'on va prendre pendant la maladie et d'autres habitudes, voilà, de consommer des compléments alimentaires, de prendre d'autres traitements de manière spontanée à la maison. Là aussi, il faut faire attention et là aussi, c'est hyper important que le médecin soit vigilant et que le pharmacien soit vigilant. Après, je pense qu'on est aussi un peu le garde-fou. Concernant la radiothérapie, moi, ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des patientes qui rentrent qui se servent d'une crème. Et en fait, si on ne pose pas la question, d'ailleurs, c'est pas forcément écrit sur la personne qu'elle a un cancer du sein. Sauf que tous les radiothérapeutes ne sont pas d'accord pour utiliser certaines crèmes. Et en fait, notre rôle, c'est de toujours poser la question au moins de pourquoi. Parce que c'est déjà arrivé de lui dire, mais vous en avez parlé avec votre radiothérapeute? Non, non, pas du tout. Ok. Et en fait, il y a des radiothérapeutes qui disent non, je veux pas de crème. Il y en a qui disent oui, mais que celle-ci. Donc en Oui. fait, nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Pareil quand elles sont sous chimio. On ne sait pas exactement. Et nous, notre rôle, c'est de poser la question. Et quand elles nous disent je suis sous chimiothérapie, ok, donc dans ce cas, il faudrait peut-être d'abord penser à demander à votre oncologue si oui ou non vous pouvez, qu'est-ce qu'il y a nous dans la chimiothérapie en officine de ville. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe à l'hôpital. Aujourd'hui, il donc, existe tellement c'est de tellement varié. traitements et heureusement des nouveaux traitements C'est ça. aussi, que ce soit voilà, immunothérapie, etc. Donc, oui, on peut pas non plus. C'est ça. Mais Et avoir principe de précaution, écoute, principe de précaution, surveillance de l'observance des traitements, donc la bonne prise des traitements des autres cosmétiques ou traitements complémentaires qu'on pourrait prendre. Je pense que, en fait, ce qui est important, c'est de garder une ouverture d'esprit. Et en fait, ce qui est difficile pour les patientes, c'est qu'elles sont plus dans le contrôle quand elles rentrent dans la maladie. Et tout ce qui est médecine parallèle, c'est quelque chose que elles peuvent choisir, contrôler, payer. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je suis contre aucune médecine parallèle tant qu'elle n'a pas d'interaction avec nos traitements. Et donc, tout ce qui va être coupeur de feu, magnétiseur, acupuncteur, homéopathie, type granule, aucun problème pour tout ça. Acupuncture, juste, il faut vérifier que les plaquettes ne soient pas trop basses, mais sinon, pas de problème. Et après, tout ce qui est plantes, il faut être très vigilant. Et en gros, je leur dis, si vous voulez absolument prendre quelque chose, vous m'en parlez. Moi, je vois avec mes pharmaciens qui fabriquent les chimiothérapies, s'ils ont des données d'interaction qui existent ou pas. Et en fonction de ça, on vous donne un feu vert ou pas. Après, moi, je ne suis pas chez vous, donc vous allez faire ce que vous voulez. Mais ça peut avoir des interactions, tout ce qu'on vend comme épurateur du foie et quoi. Ça va agir sur les enzymes du foie qui métabolisent, qui dégradent la chimiothérapie. Et donc, ça peut moduler l'efficacité du traitement. Mais l'acupuncture, c'est remboursé dans le parcours de soins chimiothérapie. Moi, je l'ai eu par un médecin acupuncteur qui me l'a fait. Et du coup, j'ai jamais eu de baisse de plaquettes. J'ai mes globules blancs. Enfin, tout était nickel. Hein. Ça m'a vraiment aidé. Ça, c'est toute la question des soins oncologiques de support. Et ça, les structures sont... il y a beaucoup de différences en fonction des structures, en fonction de leur dotation et en fonction des financements qui ne sont pas pérennes. Mais en pratique, on a souvent une socio-esthéticienne qui est là pour donner des conseils pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux, qui va donner des adresses pour soit les foulards, soit les perruques, etc. On va avoir de l'activité physique adaptée, on peut avoir une art thérapeute, on va avoir la psychologue qui est très importante, qui peut être celle du service ou ça peut être en ville, l'assistante sociale qui pourra éventuellement aider avec des aides. Et puis après, il ne faut pas hésiter à ce que les patientes se contactent l'INCa qui va avoir, elle, un pool de soins L'Institut oncologiques de national support, du cancer. voilà, qui va pouvoir aider dans ces prises en charge-là. Le parcours de soins et l'accompagnement qu'on peut proposer aux patientes dépend du lieu. Il y a plein de structures associatives, groupes de parole, actions locales. Et donc là, il faut se renseigner pour savoir ce qui se passe près de chez soi, du coup. Moi, je sais qu'en tout cas, où j'étais soignée, il y avait des brochures. Puis des fois, il y avait des assos qui étaient là aussi à l'accueil pour parler de ce qu'elles font. Il y a la Ligue contre le cancer. Il y a vraiment plein d'autres assos. Il y a Rose Magazine, il y a Rose Up, qui est aussi Rose Magazine, qui est distribué en service oncologique. Enfin, moi, en tout cas, dans le mien, c'est comme ça. Je sais pas, au CHU, c'est comme ça aussi. On l'a, oui. Ouais, aussi, qui est un super support pour les personnes atteintes de cancer, quel qu'il soit d'ailleurs. Et puis, en vrai, effectivement, il y a des groupes de soutien sur Internet. Moi, j'avais un groupe de soutien sur Facebook, c'est les Triplettes Roses, des femmes incroyables qui ont fait beaucoup bouger les choses à l'époque pour un de nos traitements pour le cancer triple négatif. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner et à frapper aux portes, parce qu'en fait, le cancer, il isole quand même beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se retrouvent à faire un tri naturel dans leur vie parce que il y a des personnes il y a des couples qui résistent pas, il y a des amis qui sont plus ou moins présents. Puis surtout, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent de travail parce qu'elles sont salariées, donc elles sont en arrêt maladie.
Oui, ça coupe d'une partie ça de coupe la d'une société, partie bien sûr. parce que voilà et je pense que les assos quand on se retrouve quand on est seul ou quand on se retrouve du jour au lendemain avec plus rien, c'est important d'avoir des gens qui connaissent ce qu'on traverse pour pouvoir en fait déjà réussir à mieux vivre les traitements et à pas être isolé parce que ça isole énormément le cancer quoi qu'on en dise. Beaucoup de gens pensent que c'est comme si c'était une maladie qui se donne comme ça et en fait non ça fait vraiment peur je pense et ça isole énormément. Et au quotidien, comment on peut prendre soin de soi, quand on est, atteint d'un cancer ou quand on en a été, guéri ou qu'on est en phase de rémission? Qu'est-ce qui fait du bien? Alors toi, avec ton expérience, qu'est-ce qui a démontré aussi, la diminution, du risque, de récidive? Faire du sport. Faire du Exactement. sport. C'est un peu la question, c'est un peu la réponse que je voulais. Mais en vérité, que ce soit pour gérer les effets indésirables de l'hormonothérapie, que ce soit pour la prévention du risque de rechute, le seul élément probant en termes d'efficacité, c'est l'activité physique adaptée. C'est pour ça qu'il existe des programmes aussi de réhabilitation cardiovasculaire qu'on peut proposer à toutes les patientes qui ont bénéficié d'un traitement, qui sont un programme de 3 mois à la fin de la radiothérapie, où elles ont 2 jours par semaine dans un centre particulier avec des médecins d'activité physique et de réadaptation qui leur permet, dans un groupe de patientes, de remettre le pied à l'étrier pour le sport. Mais je leur dis bien, c'est se mettre le pied à l'étrier et après, il faut continuer. Hein. Ah bah, c'est ça. Et c'est un élément qui est très important. Ça permet aussi de reprendre confiance en son corps, d'accepter, Parce qu'en fait, le corps, il change pendant les traitements. On va pas se mentir. En fait, on n'en parle pas. Mais par exemple, moi, j'avais le début un traitement qui m'a fait perdre des kilos. Donc, ça tombait bien. J'étais en post-partum. Donc, moi, j'étais très contente. J'arrivais pas à les perdre. Par Voir contre, le après, j'ai positif. repris. Et en fait, j'ai pris 9 kilos. Et les médecins, en fait, c'est pas leur préoccupation. Tant qu'on prend du poids, à la limite, ils sont limite contents. C'est plutôt en perdre qu'ils sont pas très contents. Moi, j'avais pris beaucoup de cellulite. Et j'ai eu énormément de mal à les perdre, j'ai toujours pas perdu. Faire du sport, déjà, ça permet de se réapproprier son corps, qui a été martyrisé, entre guillemets, par les traitements, qui a subi une fatigue qu'on ne contrôlait pas. Moi, j'avais une mastectomie en plus, donc j'étais avec un seul sein pendant presque 2 ans. Le contrôle de mon bras aussi, donc avec un kiné adapté. Oui, si on a eu le retrait des ganglions au niveau, sous les bras, quoi, au Oui, niveau axillaire. un curage axillaire ou pas. Moi, j'ai eu 2 ganglions enlevés, mais j'avais perdu le contrôle de mon bras à 100%. Donc, essayer de le retrouver, ne pas hésiter à... C'est toujours pris en charge, en fait. Donc, d'aller voir un kiné qui soit adapté, qui connaisse le cancer du sein, pouvoir retrouver le contrôle de son bras. Même la cicatrice, ils sont là aussi pour aider à éviter les adhérences. Moi, ça m'a aidé à préparer aussi ma reconstruction. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vraiment, le sport, je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse conseiller à qui que ce soit. Moi, je conseille à toutes les filles qui me suivent, et elles le savent, qu'en fait, c'est devenu, moi, une routine dans ma vie. J'y vais de 6h à 7h le matin. J'ai une salle à côté de chez moi, à 2 minutes à pied. Ah, ça aide. Ça aide, vraiment. Mais, surtout, en fait, ça me fait du bien psychologiquement, physiquement. Et je me dis, en plus, j'ai réduit les risques de récidive. Donc, c'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Encore une bonne raison de pratiquer une activité physique et sportive régulière. Je suis une grande défenseuse de ce sujet. Tu l'as abordé, bon, alors voilà, à travers les traitements, la chirurgie, ce qui est cicatrice, incapacité, et la reconstruction mammaire. On n'en parle jamais. On en parle peu aussi. Et pourtant, aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes différentes de reconstruction. On peut aussi choisir de ne pas se faire reconstruire à des temps différents, juste après l'opération, à distance. Toi, du coup, ça a été 2 ans après? Moi, j'avais donc de chimio, opération, radiothérapie, chimio orale. Et donc, on ne fait pas de reconstruction, en tout cas immédiate, pour mon type de cancer. En tout cas, ce n'était pas ce qui prévu. C'était pas du tout ce qui était prévu parce que la radiothérapie allait sûrement abîmer la prothèse derrière, donc j'aurais dû me faire réopérer. Et en fait, la peau, après la radiothérapie, elle est un peu cartonnée, elle a un effet carton. Il faut quand même que la peau, elle récupère. Et moi, je me suis fait réopérer par choix. Au début, pour moi, c'était impensable de ne pas me faire opérer, reconstruire. Ensuite, quand je me suis fait opérer ma mastectomie, j'ai dit plus jamais je repasse sous le billard. Là, je voulais plus du tout. Et j'ai eu 2 étés, du coup, à réflexion. Et puis en 2022, je me suis dit c'est bon, vas-y. En un mois, c'était fait. Enfin, j'avais pris rendez-vous et je me faisais opérer avec une première opération. Mais en fait, c'est pas une opération. Et moi, dans ma tête, parce que je suis quelqu'un de très naïf à chaque fois, je l'anticipe pas. Je me suis dit, je vais avoir une opération et ça ira. Et en fait, moi, je voulais absolument une prothèse. Je voulais pas autre chose. Donc, il y a des DIEP, il y a des lambeaux. En fait, il y a tout type d'opérations et je voulais pas avoir d'autres cicatrices ailleurs. Je dis que mon corps avait assez souffert et je voulais avoir une mobilité complète de mon corps. Et vu que j'ai des copines qui avaient déjà eu des prothèses, j'ai eu leur expérience.
Et je savais qui aller voir aussi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma prothèse. Et en fait, j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien qui m'a dit, il y a 4 opérations qui vous attendent. Et moi, je disais, c'était pas du tout dans mon programme, en fait, 4 opérations. Il faut vraiment en vouloir. Généralement, c'est du lipofilling, un expander, dans mon cas, si on a eu pendant X mois ou années rien. C'est quoi, c'est pour détendre la peau? En fait, c'est une poche qu'on va mettre sous la peau parce qu'il n'y a pas assez de peau pour reconstruire le volume. Et avec, comme pour le pack, un endroit où on va pouvoir piquer et injecter de l'eau pour gonfler progressivement et faire reconstituer de la peau. Incroyable, j'ai jamais entendu parler de Sérum ça. physiologique, je crois que c'est Ah ça. bah comme quoi, Je trouve ça. on en apprend tous les jours et donc creusons ce sujet là de la reconstruction parce que Mais moi, j'ai eu ça et j'ai pas eu besoin de l'expander parce que la première opération a marché. Alors pour moi, je pensais qu'en fait, que ça n'avait pas marché du tout. J'ai eu juste le lipofilling. En fait, on prend de la graisse. C'est une Notre corps, liposuction. voilà. Et après, on réinjecte la graisse. ça c'est magnifique. J'étais tellement contente, mais bon, je pense qu'il en fallait un peu plus. Mais en fait, je pense, vu qu'il n'y avait pas rien, il n'y avait aucun volume, je suis allée voir mon chirurgien, je lui ai dit, je pense que ça n'a pas réussi. Il m'a dit, mais si, en fait. Et du coup, j'ai sauté une opération. Et au final, j'ai eu la prothèse. Ça a très bon résultat, etc. Et j'ai pas fait la symétrisation qu'on propose également, qui permet d'ajuster le sein qui est sain, en fait, pour qu'il soit lifté, en fait. C'est du lifting de sein C'est aussi. plutôt pour les dames un peu plus âgées. Oui, quoi. mais voilà. Donc, du Ah coup, oui, j'ai eu que oui, 2 sur des opérations. Toes, on remonte Oui, le voilà. sein. Peut-être D'accord. que je le Plus ou ferai moins dans réduction quelques mammaire. années. Mais voilà, donc c'est cette opération-là. Et ça, mais il y a aussi des femmes qui décident de faire reconstruire à plat. En fait, c'est que 30% les reconstructions mammaires. C'est un chiffre hyper bas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de souffrir, qui n'ont pas envie ou qui en ont marre, en fait. Ouais, puis qui sont OK avec le fait de plus avoir de poitrine en relief, très, très bien. Bah, après, il y a des solutions qui existent aussi, comme par exemple avec il y a Amoena qui Mm. le propose en fait, où en fait du coup ils proposent des prothèses externes. Mhm. Ah oui, Alors, pour, Mais c'est pas les plus pour mettre dans les... super. Non, alors souvent ça s'adresse quand même plutôt à des femmes plus âgées qui ont. Pour mettre dans les soutiens-gorge et... Oui, puis ils ça ont se voit. surtout les maillots de bain qui vont Ouais. avec, enfin voilà, Mm. pour que ce soit visuellement en fait invisible finalement. Maintenant, oui, bon, il y a Il y a des plusieurs startups labos qui existent qui ont fait des choses. Moi, j'ai fait une startup qui propose en fait une sorte de 3D du sein à côté, en fait, et faire la même chose à peu près, qui ressemble à un vrai sein avec une vraie couleur de mamelon, quelque chose qui ressemble vraiment à notre sein, et avec une vraie forme Incroyable. particulière. Et en fait, souvent, il y a certaines pharmacies, pas toutes, mais, parce qu'il faut quand même un grand espace, il faut un espace de confidentialité avec une cabine d'essayage, mais il y a des pharmacies qui le proposent. Ça leur évite de courir des fois dans des grandes villes, surtout que quand elles sont dans des campagnes, c'est plus compliqué. Elles ont tout droit à leur part de féminité, je pense, donc ça évite aussi du coup les opérations. Bien sûr, avec plein de solutions différentes. Juste en un mot, on peut aussi se faire reconstruire avec du muscle, Christophe? Oui, alors il y a différents types de reconstruction. Les différents types ne sont pas possibles pour toutes les dames, donc c'est pour ça qu'il faut prendre l'avis de chirurgien plasticien. La chirurgie, elle peut être en un seul temps, ça peut être une chirurgie reconstruction immédiate. C'est ce qu'on essaye de plus en plus de privilégier quand c'est possible. On retire le On fait sein la chirurgie malade du cancer et on et remet dans tout le même fixe. temps, on va mettre une prothèse ou un lambeau. Mais bon, effectivement, on pose la question de la radiothérapie, mais la radiothérapie est possible et la prothèse n'est pas une contre-indication. Il y a un risque, effectivement, qu'elle devienne cartonnée, qu'on soit obligé de la changer, mais c'est pas l'essentiel des cas. Et puis, quand on va le faire dans un deuxième temps, c'est 1 an après la fin de la radiothérapie. Parce qu'il faut bien se dire que la radiothérapie, c'est comme si on prenait des très gros coups de soleil. Et donc, la peau est abîmée, fragilisée, et qu'il faut attendre qu'elle récupère son élasticité, sa capacité à cicatriser pour faire la reconstruction. Et donc, globalement, vous avez le lipofilling, c'est-à-dire on prend de la graisse, il faut en avoir suffisamment, et on la réinjecte, sachant qu'on ne va pas pouvoir reconstruire un gros volume mammaire et que ça peut ne pas être très pérenne. Premier point. Ensuite, il y a le lambeau. Le lambeau, il y en a 2. Il y a le grand dorsal. On va prendre le muscle grand dorsal ici qu'on va ramener là. Puis ensuite, on va faire du lipofilling. Puis après, on va faire la symétrisation. Il y a la chirurgie de Dieppe où on va prendre du muscle ici qu'on va remonter. Il faut avoir aussi Dans l'abdomen. de la graisse. Il faut perdre toute la graisse. Il faut la remonter ici, puis aussi lipofilling et symétrisation. Donc, il y a plusieurs techniques. C'est pas mal de prendre au moins 1 ou 2 avis de chirurgiens plasticiens parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise en fonction du type de technique et ils pourront s'adapter en fonction du volume mammaire à reconstruire. Émilie, comment ça va aujourd'hui? T'en es où là finalement dans ta maladie? Je suis en rémission. J'ai passé un scanner il y a 2 jours, mais j'ai pas encore les résultats, mais tout devrait aller. Enfin, j'espère en tout cas. Je te le Bien. souhaite. Je me suis fait reconstruire donc il y a 1 an et demi. J'attends avec impatience les 5 ans. Ça marquera la guérison. Enfin, en tout cas, un terme où j'ai beaucoup, beaucoup moins de risques d'avoir une récidive. Je vais bien, je suis trop contente d'être en vie. Vraiment, je profite à fond. Mais voilà, je dis toujours aux femmes, il y a un après aussi. Parce qu'en fait, l'après, moi, je sais que mon oncologue m'en avait parlé. Il m'avait dit,
Madame Dodin. Je vais vous parler de l'après, même si je sais qu'avec vous, ça devrait le faire, parce que moi, j'ai continué de travailler pendant toute la période de traitement. Il y a aussi une décompensation, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent en dépression, parce qu'en fait, du jour au lendemain, elles passent de semaines hyper bien organisées avec les rendez-vous médicaux. On sait où on va. On a nos 9 mois à peu près planifiés à l'avance. L'accompagnement, avec les soins de support, donc beaucoup de monde qu'elle voit. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. En fait, on va être lâché dans le grand bain. Moi, si j'étais pas dans un essai clinique, j'aurais pas de scanner régulièrement. Donc, c'est tous les 6 mois. J'aurais pas grand-chose. En fait, j'aurais mon examen mammaire, palpation, voilà. Une mammo tous les ans. Pendant 5 ans, je crois. Ou je sais plus si ça va continuer. Je savais pas. OK. Bon, je le sais. Ah, mince. En fait, on est lâché dans le grand bain. Et moi, vu que j'ai pas mangé, dormi, cancer, H24 pendant toute cette période, j'ai pas eu cette période de décompensation. Par contre, effectivement, moi, ça a fait plutôt le contraire, en mode, j'ai multiplié les activités, j'ai fait plein de choses. Mais c'est un risque, effectivement. Moi, je dis toujours aux femmes, accompagnez-vous, faites ce que vous avez toujours voulu faire. Par exemple, allez dans une asso, prenez du temps pour vous, pour marcher, pour des loisirs. Entourez-vous, faites des choses, parce qu'en fait, le cancer, c'est pas que votre vie, puis c'est une période d'un temps donné, mais après, la chute, elle est rude. Donc, pensez vraiment à vous occuper. Réussir à reprendre le cours de sa vie ou un nouveau chapitre. Oui, il y a beaucoup de reconversions après le cancer. Mais il faut surtout penser à soi et à l'après. Il ne faut pas qu'elles mettent leur vie entre parenthèses. C'est effectivement un moment qui va être compliqué avec des traitements, mais il faut qu'elles continuent à avoir la vie la plus normale possible. Quand je les vois toutes les semaines pour faire leur traitement, elles en ont marre. Et puis quand ça arrive la fin, elles disent « mais en fait, du coup, vous ne me voyez plus ». Elles ont un sentiment d'abandon qui est le pendant de « elles en avaient marre de venir me voir ». Donc là, je leur dis « mais on ne va pas vous abandonner, vous inquiétez pas, vous avez mon collègue radiothérapeute ». Mais effectivement, il y a cet élément-là qui est de dire « j'en ai marre de venir le voir, etc. » Mais en même temps, ça les rassure. Et donc, il faut effectivement continuer à avoir une activité. Et c'est comme ça aussi que les patientes tolèrent le mieux les traitements. C'est en restant actives, en n'ayant pas à l'idée, à la tête, que les toxicités, le traitement et d'autres centres d'intérêt, quoi. Attention, là, oui, souvent, quand elles arrivent à la fin de leur traitement par hormonothérapie, elles nous disent c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que vous me voyez, enfin, pour ça. Et on sent qu'il y a une petite part de. Elles hésitent un peu, elles savent pas trop pourquoi elles vont revenir, du coup, et elles sont un peu perdues parce qu'elles avaient bien leur rythme. Tous les mois, il fallait venir pour ça. Et quand on leur dit mais c'est super, au contraire, ils disent oui, c'est la dernière fois. C'est quelque chose qui revient systématiquement comme phrase. Ouais, mais après, on reste quand même disponible, que ce soit au comptoir de la pharmacie, l'oncologue par téléphone, le médecin généraliste en relais, les copines rencontrées au sein des associations, des groupes. Il y a quand même un petit réseau qui reste disponible. Oui, et puis en fait, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais en fait, c'est pas parce qu'on a terminé les traitements qu'il n'y a pas d'effets secondaires derrière qui arrivent. Donc c'est bien des fois d'avoir aussi des référents, pharmaciens, oncologues, médecins ou autres, qui savent que ça peut arriver, pour qu'on puisse pas perdre la boule aussi, et savoir qu'il y a des sites qui existent pour nous aider, etc., à faire des exercices pour retrouver la mémoire, et savoir que c'est normal aussi. Parce qu'en fait, on n'est plus suivi par le médecin, l'oncologue toutes les semaines, et là, il y a tous les effets secondaires différents auxquels on ne s'attendait pas qui arrivent. Le pharmacien, pour moi, c'était vraiment l'ancrage entre moi, l'oncologue, et quand je revenais de mon centre de traitement, c'était sur la route, et je m'arrêtais à pied, et voilà, c'était... ça y est, je sors, tout va bien, oui, ok. Et voilà. Non, mais vraiment, oui. C'était vraiment ça. Ça nous arrive encore. On a une patiente elle a 45 ans, elle a 2 enfants. Et en fait, typiquement, on a toute sa vie quand elle vient. Mais on est très content parce qu'on est content de savoir comment ça va. Alors, on a aussi quand les enfants l'énervaient et quand l'entourage n'a pas compris pourquoi elle était fatiguée. Mais on a ces petites victoires aussi, ce pourquoi elle est contente. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et je pense que du coup, nous, ça nous rassure aussi de savoir qu'elles ont assez confiance en nous pour venir se livrer sur tous les aspects de leur vie. En tout cas, on a bien réalisé avec votre témoignage à tous les 3 que cette maladie, elle touche la globalité de la vie avec différents temps plus ou moins compliqués, et que chaque femme vit aussi cette maladie différemment, et qu'on peut trouver une écoute attentive au comptoir de la pharmacie, auprès de l'oncologue. Bon, alors l'oncologue, il va plutôt essayer de tracer et de faire d'adapter les traitements le plus vite possible pour arriver à la guérison, mais il reste joignable évidemment pour la suite par téléphone. Le médecin généraliste qui est toujours évidemment disponible aussi pour parler des effets indésirables, pour parler d'hygiène de vie, pour écouter tout simplement, essayer d'aider du point de vue psychologique. Et puis, Émilie, on a eu ton témoignage, et je peux le rappeler,
Tu as créé un podcast dédié à ton histoire qui s'appelle Triple Négatif. Vous pouvez aller écouter aussi le podcast d'Émilie pour mieux comprendre peut-être si vous êtes dans cette situation et voilà, vous sentir aussi soutenu. Et puis, on peut vous dire de prendre soin de vous. Voilà, surtout, je crois que vous l'avez compris à travers cet épisode, restez vigilante, attentive à votre santé. Moi, je dis toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, restez proactif au niveau de votre santé. Et puis, voilà, on n'a qu'un corps. Donc, il faut en prendre soin jusqu'au bout. Merci à tous les trois encore une fois. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Vous d'abord.